Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez, je sais pas comment. Allez, j'y réfléchis à partir du titre de ce livre, Nos ancêtres les Arabes. Et pour en parler, on a l'immense honneur, le plaisir d'accueillir son auteur, Jean Pruvot. Bonjour Jean Pruvot. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Wow, c'est un honneur. Donc vous êtes professeur des universités, vous êtes aussi membre de l'Académie d'Angers, vous êtes lexicologue et vous contribuez aussi aux travaux dans des dictionnaires. C'est ça. Et puis Nabil Mechta, qui nous retrouve également. Vous êtes, pareil, vous êtes un universitaire, vous êtes un chercheur, et c'est vous, je dois le dire, qui m'avez amené sur cette piste de l'héritage de la langue arabe, beaucoup plus important qu'on ne le sait, sur la langue française, une langue que nous utilisons tous les jours, dans des mots vraiment d'utilité quotidienne. Absolument. Alors, Jean Pruvot, je me tourne d'abord vers vous. Quand est-ce que vous écrivez ce livre ? Et quelle idée, nos ancêtres les Arabes, parce que là, quand vous dites nos ancêtres les Arabes, c'est pas seulement une langue, là. Oui, alors il y a un sous-titre qui est ce que la langue arabe a apporté à la langue française. Et le fait est qu'en enseignant l'histoire de la langue française à mes étudiants à l'université, je m'apercevais qu'à chaque fois que j'évoquais l'énorme apport de la langue arabe dans la langue française, mes étudiants, qu'ils soient de quelque origine, étaient abasourdis, étonnés, pour un peu lâcher le crayon, pour écouter. Ensuite, je reprenais le propos, tant ils ignoraient que finalement, toute la journée, ils utilisaient des mots arabes. Je vais prendre un seul exemple. Si au petit déjeuner, ils prennent une tasse de café avec un jus d'orange, voilà 3 mots d'origine arabe. Lesquels ? Le mot tasse, café, orange. Café, orange. Ils vont mettre du sucre ou pas, mais sucre, c'est encore un mot arabe. Ou zéro sucre. Zéro, c'est encore un mot arabe. Et puis si dans la matinée, ils vont faire de la chimie, qu'ils vont faire de l'algèbre, ils seront encore en langue arabe. Et si le soir, leur maman a préparé, de l'estragon avec des aubergines, ils sont encore en langue arabe. Et le plus surprenant, même s'il y a des artichauts, ce sont des mots d'origine arabe. Alors je pourrais continuer. Donc la liste on est tous des bourgeois gentilshommes, en fait, on fait de la prose sans le savoir, on parle arabe sans le savoir. Je n'avais pas pensé à cette image, mais je la trouve excellente. Ouais. Il y a effectivement ça, on oublie que c'est... Alors, on dit la 3e langue d'emprunt après l'anglais et l'italien, en termes quantitatifs. Moi, je pense que c'est peut-être la première langue, si on ajoute Absolument. tous ces mots de la flore, de la faune, de la médecine, qui sont au-delà des 50 000 ou 60 000 premiers mots qu'on va retrouver dans nos dictionnaires comme le Larousse ou le Robert, et qui sont des mots spécifiques. Et là, il y a eu un apport considérable. Il y a eu plusieurs voies d'accès pour finalement que cette langue arabe pénètre la langue française, la colore. Et ces voies d'accès, ce qui est peut-être surprenant et qui me séduit et qui m'a poussé à écrire ce livre avec un titre un peu provocateur, je l'avoue, et je m'en expliquerai. C'était plutôt pour rappeler que la formule « nos ancêtres les Gaulois » était quelque peu déviée, mais nous y reviendrons. Mais en vérité, ces voies d'accès, ce qui est remarquable, c'est qu'elles commencent véritablement à la fin du Moyen-Âge, et même au Moyen-Âge, pour que se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, 6 voies d'accès au moins. Alors, on y reviendra justement sur ces voies d'accès. Chez vous, Nabil, c'est comme une espèce de volonté farouche que vous avez, que j'ai vu chez vous en tout cas, de dire à quel point la langue arabe et l'apport des Arabes est important en Occident. Oui. Je commencerai par dire que quand j'ai lu le livre de Pierre Rossi, ça m'a fait tilt et j'ai commencé à faire mes recherches et à prendre tous les dictionnaires français, anglais, italien, etc. et comparer. Quel travail! Et oui, c'est pendant des années, je travaillais de façon indépendante de cette recherche en utilisant mes propres
bagage méthodique de tout ce qui relève des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire l'histoire, l'ethnologie, l'anthropologie, la linguistique, la philologie, l'épistémologie, etc. Et en faisant l'interaction et la chronologie et en remarquant qu'il y a même de l'anachronisme, quand on parle de quelque chose, on dit oui, non, ce n'était pas les Arabes. Et ce qui est fou, c'est que on nous impose, c'est-à-dire les versions actuelles de tous les dictionnaires presque, de tous les écrits presque, on nous impose que les Arabes, c'est seulement en 732, Poitiers, la bataille, qu'ils apparaissent, ou en 714 à Sens, ou en 711 en Espagne des Gothiques là-bas. Comment vous expliquez ça? J'explique ça que certains pseudo-intellectuels arabes répètent comme des perroquets bêtement et même servilement la même version coloniale ou post-coloniale sans vraiment pratiquer de l'honnêteté intellectuelle et de la rigueur. C'est-à-dire, pour moi, c'est des feignants, ils sont là, ils répètent la même chose sans faire vraiment de la recherche par définition. Qu'est-ce que c'est la recherche? C'est de faire la démonstration A plus B en se basant sur de la bibliographie, sur de la recherche et en faisant des tableaux comparatifs. Et c'est comme ça qu'on avance pour trouver qu'il y a un problème. Par exemple, dans la toponymie française ou espagnole, etc., on en trouve beaucoup de mots d'origine arabe, bien avant l'islam et bien avant la chrétienté et bien avant même les Romains. Quand Jules César, en l'an moins 46 avant Jésus-Christ, comme le dit bien ici Pierre Rossi, en l'an moins 46, Jules César, en faisant la bataille d'Alésia avec Vercingétorix, on a trouvé dans les archives latines que c'est écrit en arabe, c'est-à-dire en lettres latines, mais c'est des mots arabes. Quand on dit bib, carte, c'est-à-dire Bab al-Qariya, Bab al-Medina, c'est-à-dire le portail de la ville. Et Alésia elle-même, c'est un mot arabe qui veut dire l'Asiya, qui veut dire la ville robuste, la ville solide, la ville résistante. Rebelle. Et rebelle. C'est-à-dire que même dans le gaulois, on en trouve des mots d'origine arabo-orientale, que je veux dire arabo-phénicienne, arabo-carthaginoise, vu que même Hannibal, le grand général carthaginois, maghrébin, arabo-cananéen, qui est venu d'Espagne vers la France, puis vers Rome pour entourer Rome pendant 15 ans, il était avec ses éléphants, il a escaladé les Alpes, etc. Ouais. Et même le mot Alpes, lui-même, qui vient du mot Halab, qui vient de la Syrie et qui veut dire blanc, vu la neige, etc. Là, j'ai quelque chose qui... Alors, il y a tellement d'informations là que vous me dites, Nabil. Ouais. Mais, attendez, les Arabes, avec leur langue qui est l'arabe, sont originaires de l'île arabe, Jazirat al-Arab. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Comment on explique? Détrompez-vous. Ah oui, il y a eu des émigrations bien avant, vers la Syrie, vers l'Irak. Vu l'éclatement de leurs empires anciens, comme l'empire akkadéen qui est venu après les Sumériens en Mésopotamie, les Babyloniens et les Assyriens, ils ont chassé les Akkadéens. Avec leur civilisation, ils ont envahi toute la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'ils ont transmis leur langue, leur influence. Mais alors justement, comment vous, par exemple, Jean Pruvost, est-ce que vous êtes intéressé au pourquoi de cette influence? Pourquoi il y a tant de mots, parce que des mots on peut en récupérer chez les autres, pourquoi il y a tant de mots arabes alors qui ont... vous me dites, hein, moi j'imagine qu'en fait, on va utiliser des mots parce qu'on en a besoin. Voilà. Si par exemple, moi je suis à cette époque-là dans une science telle que la médecine, je vais utiliser des mots de la médecine. Alors, qui sont les champions de la médecine? Bon, c'est eux, moi je vais prendre leurs mots. Comment se fait-il qu'il y ait eu cette influence? Alors, d'abord, c'est une influence
commence très tôt, effectivement, l'histoire est très complexe, même avant, effectivement, le 8e siècle. Mais en même temps, c'est une histoire de conquête et d'utilisation de nouveaux produits, de nouvelles techniques qu'on ne connaissait pas au Moyen-Âge. Et puis ensuite, ce sont les influences, les interférences entre les différents pays. Alors je dirais que, à mon sens, il y a 6 voies d'accès à la langue arabe. La première voie d'accès, elle est plutôt de découverte civilisationnelle. Au moment des croisades, on le sait, hélas, bon, les croisades ne sont pas à l'écart de violence, mais c'est en même temps une découverte. On découvre finalement la voie de l'Extrême-Orient. On découvre un luxe très raffiné, on découvre une civilisation, on découvre aussi une influence, par exemple celle d'Aristote dans le monde arabe, qui avait été un peu oubliée et qui revient dans le monde européen. Ça, c'est la première voie, elle nous laisse peu de mots. Mais il y en a une seconde, c'est évidemment la conquête arabe religieuse, où là, à partir de Gibraltar, qui lui-même est un mot, c'est berbère. Qui est un mot arabe. Oui, Jebel Tarq, qui est c'est un mot cela. arabo-berbère. Oui. Et là, on a à ce moment-là une conquête religieuse qui est, on oublie de le dire, mais très respectueuse. C'est-à-dire que ça n'a pas été de chasser ceux qui avaient une autre croyance, ça a été d'imposer un certain nombre de règles, mais de laisser une religion relativement tolérante. Et là, arrivent quelques mots de l'administration, comme émir, comme calife, évidemment des mots de la religion, le Coran et d'autres mots de ce type. Et puis derrière, il faut se souvenir qu'à Cordoue, ce serait, disons, une autre voie, c'est une conquête scientifique. Il se trouve que, voilà, la civilisation... Moi, je me souviens, dans mes cours de mes études d'histoire, je disais qu'un bon 90% des textes scientifiques découverts en Andalousie étaient des textes en langue arabe. C'est ça, Cordoue était la plus 100% grande... en arabe. Voilà, Je vous le dis parce que j'ai les sources avec moi. D'accord. Donc Cordoue était la bibliothèque la plus importante d'Europe, en langue arabe. Et donc pour l'ensemble de l'Europe, on venait traduire en latin ce qu'on trouvait à travers donc toutes sortes de savants, enfin, Averroès par exemple. Et là, toute une série de mots nous sont encore très connus. Un certain nombre ont été oubliés au Moyen-Âge, mais d'autres, je ne sais pas, j'évoquais tout à l'heure la chimie, l'alchimie, le zénith, le nadir, toute une série de mots de l'astrologie. Il faut savoir aussi que comme la religion musulmane n'acceptait pas la représentation du corps humain, eh bien la géométrie était, on le voit sur les mosquées, un travail de géométrie extraordinaire. Et là aussi, les mathématiques, l'arithmétique est très présente. Et puis, pour rester sur le domaine de la religion, le Coran est un livre, c'est des mots. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, évidemment, il y avait traduction de tout cela. Et puis, il y en a une autre qui est une voie économique. C'est-à-dire que, par exemple, l'irrigation nous était peu connue. Le riz ne nous était quasiment pas connu. L'irrigation passant par l'Espagne, qui en avait bien besoin aussi, mais venant des pays arabes, a changé l'agriculture. Et des mots nous sont arrivés. Je pense à artichaut, ça fait un peu sourire parce qu'on parle toujours des artichauts de Bretagne, mais en fait le mot est d'origine arabe. Les épinards, on évoque toujours Popeye, la puissance musculaire de Popeye, mais épinard est un mot arabe qui passe en Espagne. Évidemment, tout ça se déforme en prononciation. Bien sûr. Le mot naranj qui arrive à orange. Et orange notamment parce qu'il y avait une ville qui s'appelait Orange en France, et c'est ce Orange qui est devenu Orange. C'est passé par l'Italie, par l'Espagne, par la Sicile. Il faut avoir aussi en tête que la flotte arabe dominait toute la Méditerranée et que tous les ports de Gênes, notamment en Italie, apportaient toutes sortes de produits. Donc là, il y a des mots comme quand vous offrez un bouquet de lilas à votre épouse, vous avez l'impression d'offrir une fleur française. Jasmin, on le comprend, mais le lilas est aussi un mot d'origine arabe. Alors ça, c'est encore cette voie économique. Après, sont venues d'autres voies. Il y a la colonisation et la décolonisation. Et puis la dernière, c'est évidemment le rap.
qui nous apporte aussi un Oui, certain j'ai vu, nombre de vous mots. en parlez dans votre livre. Oui, voilà, Ouais. notamment... De ce qui se passe à Saint-Denis, Et justement. qui est de Je voudrais l'argot aussi. peut-être rendre hommage, d'ailleurs, puisque je suis né à Saint-Denis, Ouais. à un Dionysien devenu célèbre aujourd'hui, qui s'appelle Rachid Santaki, et qui organise pour toutes les cités, pour la France entière bientôt sur les Champs-Élysées, la grande dictée. Moi, je suis venu sur la place de Saint-Denis, que vous connaissez bien, où il y a la basilique, il y a la mairie, et il y a le marché. Je dirais que c'est symbolique parce que vous avez le pouvoir religieux, le pouvoir administratif et le pouvoir commercial. C'est aussi comme ça que s'organisaient les villes arabes. Hein. Oui. Le palais, la mosquée, le souk. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, sur cette place, moi j'ai assisté à une dictée. À ce moment-là, je faisais des chroniques sur les mots du rap, avec donc Rachid Santaki qui pilotait l'ensemble, et 982 personnes de Saint-Denis, de tous âges, de tout pays, Algérie, Maroc, Afrique subsaharienne, etc., prenaient une dictée qui était une dictée de Victor Hugo, puisque avec un peu d'humour, il avait pris un extrait de 93 de Victor Hugo, le 9-3. Le 9-3. Évidemment. Donc là, on voit bien à quel point cette langue arabe, elle est finalement intégrée dans nombre de mots français qu'on ignore et qui sont un des charmes de la langue française. Je pense qu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César, et ici, donc au monde arabe, ce qui est au monde arabe. Hein. Est-il vrai que la langue arabe aussi s'exprime dans le nom de pays d'Europe du Sud? Je pense au Portugal. C'est vrai ou c'est une légende, ça? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un tropisme géographique. Le monde arabe, c'est le bord de la Méditerranée, c'est le sud de la Méditerranée, et même, disons, l'Est. Et là, le monde est remonté petit à petit. Il faut imaginer que ce sont les bateaux, que cette flotte arabe très importante véhiculait des produits, des noms, et qu'il y a des noms de lieux qui y ont correspondu. Alors l'histoire de la toponymie des noms de lieux est très complexe. Ben, je n'y suis que assez peu entré. J'ai préféré me concentrer sur ces mots qu'on dit de la langue française. Mais la langue française, comme toute langue, dans la langue arabe, il y a du français, bien entendu. Absolument. Et dans la langue française, il y a du gaulois. Alors c'est peut-être l'occasion de révoquer le titre. Exactement. Oui. Ah oui, alors Exactement. nous, c'est vrai que voilà. Il y a moins de mots gaulois dans la langue française que de mots très loin, en langue arabe. Et je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure, que contrairement à ce qu'on pensait avant en tant que chercheur, que la langue arabe, ça venait le rang troisième dans son influence à la culture et à la langue arabe, mais on s'est aperçu, c'est pour ça que je rejoins notre honorable Jean, que c'est la première langue d'influence de la langue française. C'est à partir de Jean-François Ier, dans le XVIe siècle, par exemple, en 1532, quand il a arrêté le latin en tant que langue officielle et il a adopté la langue française. On appelait ça le francique, on ne disait même pas française, on disait le François ou le francique, etc. Et pour faire adopter le premier dictionnaire français à cette époque-là, et c'est à partir de cette date-là qu'il y a eu le premier dictionnaire français, alors que dans la langue arabe, c'est la plus riche langue de l'histoire, il y a 12 300 000 mots par ses dérivés. À partir des Abbassides, le premier dictionnaire a été fait à Bagdad dans Dar al-Hikma, qui était dans le 8e siècle par le grand honorable dictionnariste Al-Farahidi. C'était le premier dictionnariste du monde arabe et musulman. Puis l'Europe, plus tard, a aussi, avec les Anglais, les Allemands, les Français, etc., ils ont commencé à faire leur premier dictionnaire. Donc, le dictionnaire en français, ça vient avec François Ier, donc la Renaissance. Ah oui, c'est à partir de cette date-là. Avant, il n'y avait pas de dictionnaire. Et donc, c'était
l'arabe était une langue usuelle. Et oui, c'était la langue de la science, la langue de la littérature. Même des élèves venaient de Paris et de partout en Europe d'Angleterre. à Cordoba pour apprendre et faire un stage en langue arabe, pour apprendre la littérature. Et ils se rivalisaient entre eux. Qui c'est qui a appris plus de poèmes en arabe, jusqu'à ce que le Vatican disait « Stop, vous allez trop loin ». Tu vois, l'influence par excellence de la présence de la civilisation arabo-musulmane. Et je voudrais mettre l'accent sur l'influence de l'arabo-oriental, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 étapes d'influence en Europe. Même le mot Europa, qui est une princesse palestinienne, etc., de la mythologie palestinienne, et qui veut dire la femme qui est robuste et belle, etc., ça vient aussi de la mythologie arabo-orientale. Abracadabra, ça vient des Irakiens, des Abbassides, des 1001 nuits. Abracadabra, c'est-à-dire on parle avec le sorcier ou avec l'esprit en lui disant « je voudrais ça » et tout de suite il lui donne ça. Donc même le mot abracadabra, ça vient de l'arabe. C'est un combiné de 3 mots en arabe. Abracadabra. Donc c'est devenu abracadabra. Il l'a voulu. Oui. Et on le retrouve en arabe et en français. On retrouve l'historique de ce mot, comment il a été petit à petit introduit dans le dictionnaire français plus tard. Quel livre vous conseillez? Alors, il y a celui-ci, évidemment, de Jean Pruvot, que je remontre à la caméra. Il y a des centaines de livres et de sources en arabe, en anglais, en français, en grec, en latin, en allemand, etc. Donc, quand on fait de la recherche, on fait de la diversité bibliographique pour qu'on puisse analyser, comparer et voir ce qui est le plus probant dans le résultat. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à moi, j'ai quand même une faire question. la démonstration. J'ai quand même une question, messieurs, vous en doutez bien. Vous commenciez par le dire, Jean Pruvot, que c'est très peu su. Mais au-delà de ça, il y a même, on l'entendait encore il n'y a pas si longtemps dans des médias, il y a pas mal d'hommes politiques qui se sont dressés contre l'idée même de l'enseignement de l'arabe dans nos établissements scolaires, dans les lycées. Il y a des, je pense à des gens de partis très à droite qui, sans rougir, disaient que l'arabe c'est la langue de l'ennemi, que l'arabe c'est la langue de l'islamisme, que la langue c'est l'arabe, que l'arabe c'est la langue, etc. Monsieur Jean, il peut vous répondre à ça. Je ne demande que ça. On n'est pas en guerre, nous on est en... Mais voilà, non mais est-ce que ça, non mais ma question c'est est-ce que ça, on est dans le vivre ensemble, mais évidemment, dans le respect des lois. Mais ma question c'est est-ce que ça justement ça explique pas le pourquoi de cette ignorance? Alors, tout à l'heure, j'évoquais une des voies d'accès qui était la colonisation et la décolonisation. Alors, c'est vrai que si, avant la colonisation, le vocabulaire était très scientifique, très savant, littéraire, très riche, pendant la colonisation, et c'est tout à fait logique, ce sont des soldats qui combattent, ce sont d'autres mots qui sont arrivés, des mots qui parfois, comme faire la nouba, le gourbi, étaient finalement assez sympathiques et que les Français ignoraient d'ailleurs pour beaucoup, être venus le bled, etc., venus du monde arabe. Mais ce qu'il faut peut-être remettre en valeur maintenant, c'est que sous l'Antiquité, et encore au Moyen-Âge, on disait que pour être cultivé, pour être un érudit, il fallait 3 cœurs. Et ça répond un peu à ce qui a été évoqué dans la notion de dictionnaire. Il fallait un cœur latin, un cœur grec et un cœur arabe. Ça voulait dire 3 langues. Et que pour être érudit, on ne pouvait vraiment l'être que si on possédait, on connaissait ces 3 langues. Ouais. Alors, c'est vrai que l'histoire des dictionnaires s'est faite d'abord en partant souvent de la langue religieuse. Ça a été le cas, évidemment, pour le Coran, ça a été le cas aussi donc pour la religion chrétienne, et ça a été l'hébreu, mais surtout le latin,
qui a été évidemment la langue clé. Et on a commencé à faire des dictionnaires latin-français. En 1539, eh bien, voilà que Robert Estienne a l'idée inverse de faire un dictionnaire français-latin. Et cette fois-ci commence l'histoire des dictionnaires français, qui va aboutir en 1606 au trésor de la langue française de Nicot, celui qui nous a ramené la nicotine, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Et là, vont commencer au XVIIe siècle les grands dictionnaires monolingues, français. Ça va être Richelet en 1680, Furetière en 1690, qui est l'ancêtre du dictionnaire encyclopédique du style de celui de Larousse, et qui a de longs passages sur la langue arabe pour montrer à quel point elle est riche, à quel point on lui doit beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, moi je l'ai lu de part en part, donc c'est assez très manifeste. Et puis après, il y a le dictionnaire de l'Académie française, qui, elle, n'est pas encyclopédique, mais décrit l'usage de la langue. Alors, l'Académie française va être le plus ancien dictionnaire. Il est encore présent aujourd'hui dans sa 9e édition gratuite sur Internet. C'est passionnant parce qu'il y a chacune de ces éditions. Sur Internet, on a un dictionnaire de l'Académie française. Oui, c'est ça, et gratuit. Mais ce qui est passionnant, c'est que les académiciens, alors on va citer des gens comme Chateaubriand, ou Lamartine, ou des romantiques, avaient tous fait un voyage dans le monde arabe, et en sont revenus les uns avec les fameuses orientales. Victor Hugo, on se souvient tous de ses poèmes comme les djinns, et donc en sont revenus émerveillés. Ouais. Et la fameuse bataille d'Hernani, Hernani elle-même, c'est un château qui a, si vous voulez, une architecture arabe, et l'univers est donc oriental. Donc il y a eu un énorme apport et intérêt pour l'Orient, l'orientalisme, a-t-on dit d'ailleurs à cette époque, qui était très manifeste au XIXe siècle. Alors je dirais que l'oublier au XXe ou XXIe, c'est un peu dommage, parce que Chateaubriand, Lamartine, ce sont pas... Flaubert, même des réalistes. Même Rabelais parlait en arabe. Et qui a été aussi élu à l'Académie française, avec un dictionnaire. L'Académie n'a jamais été jalouse des autres dictionnaires, c'est Littré. Or, Littré, à la fin de ces volumes, a toute une série sur la langue arabe. Il y a une sorte de mini-dictionnaire de la langue arabe, des langues sémitiques plus précisément. Et donc, je pense que quand on veut ne pas donner sa place aux grandes langues du monde que sont le français, évidemment, je vais le mettre en premier, puisque là, nous sommes en train de parler en français, mais l'anglais, bien entendu, même s'il ne faut pas confondre les choses et lutter contre peut-être trop d'anglicisme dans la langue française, et la langue arabe, c'est une erreur de ne pas considérer, comme on le faisait sous l'Antiquité, qu'il y a 3 grandes langues qui ne sont pas à oublier et qui sont à connaître. Alors, on apprend tous l'anglais, plus ou moins bien, et on le déforme beaucoup. Le français, j'aimerais qu'on l'apprenne tous dans tous les pays. Et la langue arabe, à mon avis, fait partie de cette chose-là. Et ce serait, à mon sens, une école de tolérance. Parce qu'on voit bien qu'entre ces langues, il y a des points communs, d'abord, et qu'il n'y a pas, si vous voulez, à confondre des visées politiques particulières de telle ou telle mouvance avec une langue et sa force. Ouais. Et donc là... C'est pour ça que quand j'écris Nos ancêtres les Gaulois, c'est pas du tout contre les Gaulois, c'est parce que vous écrivez Nos ancêtres les Arabes. Oui, bien sûr. Mais voilà, vous voyez, vous avez raison. Mais quand j'écris Nos ancêtres les Arabes, c'est justement pour rappeler ceci. Je le lis là parce que je ne le sais pas par cœur. Voilà ce qu'écrivait Lavis à propos, si vous voulez, dans ses ouvrages. Lavis, il faut le rappeler, c'est lui qui a lancé la formule « Nos ancêtres les Gaulois ». D'accord. C'est à lui qu'on la doit, sauf qu'on a oublié de donner le contexte. Ouais. Et je suis allé le rechercher dans les manuels d'histoire de Lavis, parce que Lavis, au XIXe siècle, était considéré comme le grand historien de l'éducation nationale et de l'histoire. Et voilà ce qu'il dit. Il ajoute... les Romains, alors attendez, que je retrouve bien le passage, la civilisation arabe avait été longtemps supérieure à celle de l'Occident. Or, d'abord en Espagne, puis en Orient même, lors des croisades que nous étudierons, là, vous voyez, je cite vraiment l'ouvrage, manuel scolaire des élèves, que nous étudierons, les Occidentaux connurent cette civilisation arabe, les emprunts qu'ils lui firent
contribuèrent au lent réveil de la civilisation. Donc on est là, si vous voulez, dans un oubli. Et alors, il y a un chapitre entier. Alors, il évoque les Gaulois comme des gens qui sont presque barbares, parce qu'ils ne sont pas unis entre eux, contrairement à ce qu'on a dit. Et il dit que ce sont les Romains qui ont donné la civilisation. Alors la civilisation gallo-romaine, là, il y a effectivement une notion d'une communauté. Et après, il a un long chapitre sur la civilisation arabe, et notamment Cordoue, avec tous ses savants. Donc, le titre, qui m'a pas valu des amis. Moi, j'allais vous poser la question, comment ça a été reçu? Parce qu'un titre comme ça, c'est comment ça a été reçu, évidemment. Mais alors, ça peut vous surprendre, c'est provocateur, mais bien sûr. beaucoup mieux que je ne le pensais, parce que dès que les gens l'ont lu, Ouais. alors agacés d'abord, et puis ensuite ont changé, beaucoup dans les salons du livre où j'étais me trouvais avec ce livre, beaucoup de gens qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui étaient allés en Algérie, etc., ils retrouvaient leurs racines, ils retrouvaient un certain nombre de mots. Parce que je pense qu'on l'oublie, mais il y a une histoire d'amour, avec évidemment des bons et des mauvais moments, avec les colonies. Il y a eu la colonisation et la décolonisation. Bon, et on voit bien aussi que tous ceux qui sont allés faire la guerre d'Algérie ont eu du respect aussi. Et il y a eu une émotion. Ils reviennent parfois même avec une épouse qu'ils ont trouvée en Algérie. Donc on a là quelque chose. Alors j'étais lycéen ou même collégien, je ne me souviens plus très bien, ça remonte à quelques décennies, lorsque en troisième, donc j'étais collégien, sont venus dans la ville où je me trouvais beaucoup de gens des pieds noirs. Mais ils venaient avec l'Algérie dans le cœur. Ouais. Ils revenaient avec des plats qu'on ne connaissait pas du tout. Le couscous, des choses comme un méchoui. Et je verrai toujours mon grand-père à Boulogne-sur-Mer, tout content d'être invité dans le premier couscous de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'est quand même à l'autre bout de la France, on est presque à la frontière belge. Et avoir confondu, évidemment, là, on ne pouvait pas lui en vouloir, il était de la campagne, il ne connaissait pas l'harissa, et confondre l'harissa et la sauce tomate, c'est assez grave. Non, mais dans le couscous. Oui, j'insiste encore une fois, oui, c'est vraiment une grosse erreur de la part de l'intelligentsia arabo-orientale ou maghrébine de répéter comme des perroquets que l'influence arabo-orientale sur l'Europe ou sur la France de façon particulière n'est venue qu'avec l'islam. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. Ça, c'est vraiment de l'anachronisme qu'ils font. Et ça, c'est pas de l'honnêteté intellectuelle. Donc c'est politique, malheureusement. C'est de la bêtise, de l'ignorance. C'est soit politique, comme vous disiez, soit c'est lié à l'aliénation psychomentale due à la colonisation et son formatage. Du coup, comme il a dit, il y a eu plusieurs époques de l'influence de l'Europe. Je te disais tout à l'heure que même le mot Europe, ça vient de l'arabe cananéen phénicien et qui est justement qui existe depuis 4500 ans. Ouais. Les Phéniciens, c'est depuis 3000 ans. Les Akkadiens, c'est depuis 4100 ans. Quand il y a eu l'éclatement, ils se sont répandus. Donc chronologiquement, il y a eu plusieurs influences. Les Akkadiens, les Phéniciens, les Amourites, les Carthaginois, les croisades, le colonialisme et la décolonisation. Tu te rends compte combien 7 étapes chronologiques qui ont influencé l'Europe en tout, même dans son agriculture, dans son industrie, dans sa civilisation, en tout. La dernière, c'était Cordoue, Grenade et toutes les sciences qu'elle englobait. Et tous les élèves venaient dans le premier conservatoire, c'était à Cordoue pour apprendre la musique. Tous les élèves d'Europe venaient. La musique est de quelle origine, le mot musique? Qui vient de la langue arabe, bien sûr, depuis les Irakiens. C'est-à-dire, saqa yasuqu musiqatan, musiqa, min siyaq.
c'est-à-dire la mélodie dans sa lignée, etc. Donc la musique existe depuis les pharaons, depuis les Babyloniens, les Akkadiens, puis elle a été reprise par les Carthaginois et les Phéniciens dans l'ancien Maghreb, etc. Donc il y a eu une continuité chronologique civilisationnelle. Toutes les grandes civilisations arabo-orientales successives ont influencé dans toute la Méditerranée. Je vais te dire par exemple en agriculture, l'olivier, la vigne, le blé, etc. Tout ça est venu par les Cananéens, par les Carthaginois, avant eux les Phéniciens qui ont répandu ça dans toute la Méditerranée. Mais les Phéniciens étaient arabes? Étrusques. Les Phéniciens parlaient l'arabe? Bien sûr, ils parlaient l'arabe ancien qui émane du cananéen. Et c'est parce que les Arabes, c'est pas comme on croit que c'est seulement en Arabie Saoudite maintenant. Ça, c'est vraiment insignifiant historiquement. Ouais. Et c'est politique. L'influence arabe, elle vient depuis 5000 ans. Depuis 5000 ans, toutes les grandes civilisations, ils ont influencé en Europe. Du coup, on trouve les grandes villes en Europe, ils sont encore en arabe. Par exemple, Madrid, c'était les Omeyyades. C'était les Omeyyades, les arabo-omeyyades andalous qui ont fondé Madrid dans le 9e siècle. C'est eux qui lui ont donné le nom. Les grandes villes en France, Lyon, Marseille, Bordeaux, Perpignan, Bordeaux, Toulouse, Nice qui est une déformation française du latin et du grec Nikia qui vient d'une idole arabe qui veut dire l'idole de la propreté, Nqiya, d'où la casquette Nike, etc. Ça vient de l'arabe aussi. Les 12 idoles grecques, en fait, ils portent tous des noms en arabe. Hermès, Artémis, Aphrodite, tout ça c'est en arabe. C'est vrai que j'entends que chaque fois qu'il y a un mot, qu'il y a la lettre A avant un mot, oui, c'est voilà, dans l'influence arabo-islamique, mais l'influence des autres civilisations arabo-orientales également, ils en ont donné beaucoup de toponymie. Je me suis spécialisé dans la toponymie pendant des années et j'ai trouvé que même le mot Athéna qui est francisé en nom propre Athènes, eh ben, ça vient de l'idole du remerciement. Ash-shukr, et qu'on dit Athana, Athni alayk, Ashkuruk, Alihat Athana. Je te remercie. C'était les Phéniciens qui ont fondé ça. Et les Grecs hellènes, ils sont venus plus tard, qu'on appelait les Doriens. Ils sont venus plus tard, ils ont récupéré ça, mais les dialectes arabo-orientaux, elles existaient dans la mer Égée et il n'y avait pas encore le grec qu'on voit actuel, le grec contemporain, le cogné. C'était plus tard qu'on avait, comment dirais-je, imposer cette langue. Alors, juste pour poursuivre un peu, Nabil, pour poursuivre un peu dans ce que vous dites. Ça vient de la langue arabe, Homer. Justement, pour rester un petit peu dans ce pourtour méditerranéen, est-ce que Nabil, dans ce qu'on appelle communément la darija, qu'on parle au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, est-ce que les mots sont davantage issus de la langue arabe ou est-ce qu'ils sont davantage issus du berbère? On devait... que ce soit du berbère ou que ce soit de l'arabe classique ou adnanite, ils appartiennent tous au même tronc arabo-oriental venu du Yémen est venu du Proche-Orient. C'est-à-dire que même les tribus arabo-berbères qu'on voit actuellement au Maghreb, ils appartiennent au même tronc linguistique. Qui est
qui est l'arabo-oriental. Que D'accord. moi, je dis que c'est arabo-oriental. Les linguistes anglo-saxons, ils disent afro-asiatique. Les autres, ils donnent un autre nom. Mais ça appartient à la même racine arabo-orientale. Donc, oriental, Oui, donc c'est pas oriental. issu du Non. Maghreb même. Non, tous, c'était des migrations successives qui ont ramené les dialectes arabo-orientaux avec eux au Maghreb. D'accord. Et c'est pour ça, dans les dialectes berbères, tu trouveras plus de 50% qui ont le même rattachement vocabulaire en arabe. D'accord. Parce que ça vient du même tronc. Et ça, c'est encore une fois une arnaque de certains politiques et de certaines associations qui font croire que c'est une langue qui a un tronc à part, etc., alors que ce n'est pas vrai. Sur le plan linguistique et sur le plan historique. D'accord. Voilà. Jean Pruvot, quand on étudie la langue française, vous faites pareillement la séparation entre une période bien définie, c'est-à-dire avant la Renaissance et après la Renaissance? Alors non, dès qu'on s'intéresse à l'étymologie, on remonte le plus loin possible. Et parfois on est surpris, on peut avoir des mots qui sont de sens très récent, et à ce moment-là, il faut regarder l'histoire proche, mais il faut des attestations. Alors c'est vrai que les attestations... Qu'est-ce que c'est qu'une attestation? Alors une attestation, c'est une attestation écrite. Si vous voulez, à la limite, les hommes de la préhistoire qui avaient un langage, on n'a rien, on a bien quelques dessins sur les grottes, mais ça n'est pas un langage. Mais dès qu'on a un alphabet, donc l'alphabet arabe, l'alphabet phénicien, puis les autres alphabets, là, on a des textes, et à partir du moment où c'est écrit, on sait que ce mot, au moins, a cette date. Alors, je vais prendre... tout à l'heure, j'ai évoqué la toponymie, c'est très important, c'est-à-dire les noms de lieux. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont connus pour leur travail. Par exemple, on a évoqué le Damas, les tissus damassés, les épées damassées, ça venait de Damas. On évoque la mousseline, aujourd'hui c'est plutôt la purée. Mais c'était quelque chose de très fin, c'était un tissu, ça vient de Mossoul. On a la gaze, on est à peu près sûr que ça vient de Gaza. Donc si vous voulez, on se retrouve là avec le satin, c'est sans doute un mot chinois passé par la langue arabe. Le café mocha, on en voit tout à fait l'origine. Donc si vous voulez, c'est cet immense échange autour du bassin méditerranéen qui, je crois, est à l'origine des échanges linguistiques, de la langue arabe vers les langues européennes, et des langues européennes, on parlera du français, vers la langue arabe, puisque là aussi, si on regarde la langue arabe, il y a aujourd'hui... Quels sont les mots, par exemple, dans la langue arabe, on emploie il y a des mots comme bus, mais ils sont tous déformés dans leur langage. Enfin, c'est toujours émouvant pour moi de voir un film en version originale, je me souviens de Bab el-Oued, où de temps en temps on entendait un mot français, on le revoyait traduit tel quel. Ouais. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que cette histoire d'échange est d'autant plus vibrante, presque amoureuse, en mettant de côté les aspects politiques. Ça, je crois que c'est là où on gâche tout. Absolument. Parlons de linguistique, parlons de langue, celle qu'on porte, celle qu'on donne, celle qu'on échange. C'est qu'on est dans deux systèmes totalement indépendants en termes de famille. D'un côté, vous avez la famille indo-européenne. Ce sont des langues, une langue qui a été parlée du côté de l'Ukraine, pense-t-on, peut-être turc, on n'est pas très sûr, et qui s'est petit à petit déformée par vagues successives à gagner l'Inde, une partie des langues indiennes de l'Inde, et de l'autre côté l'Europe. Et toutes ces langues ont donné le latin, le grec, et évidemment l'italien, l'anglais, l'allemand, les langues germaniques, tout ça, c'est la famille indo-européenne. De l'autre côté du bassin méditerranéen, si je puis dire, si je mets de côté le persan, il y a eu la famille chamito-sémitique ou sémito-chamitique, et on a dit à juste titre que ça change de nom selon les pays, mais c'est une langue qui, elle, est d'origine sémitique, un système différent, très riche aussi, avec un alphabet, des prononciations différentes, et que dans le fond, ces deux systèmes, c'est pas difficile de mettre en rapport
l'anglais et le français. J'en ai fait tout un livre sur la story de la langue française, parce que c'est un mot français, story au départ, S-T-O-R-I-E, mais parce que c'est la même famille. Mais qu'il y ait une histoire linguistique forte et des échanges entre deux systèmes différents dans leur origine, le système sémito-sémitique, la langue arabe, et de l'autre côté, la langue française d'origine indo-européenne, ça c'est très fort. Ça pousse encore plus loin, si vous voulez, les échanges qui ont pu avoir lieu et l'importance que ça a, dans le fond, dans nos civilisations. Et là, on ne le dit jamais assez, mais dans le fond, c'est pas difficile de trouver dans le mot anglais poultry, la pouletterie, le mot français, ça s'est promené. Dans le mot very, le mot français verrait, vrai. C'est des échanges de langues qui se sont faits à partir de 1066. La bataille d'Hastings et la conquête de l'Angleterre, donc par Guillaume le Bâtard d'abord, ensuite appelé le Conquérant. Mais c'est plus Donc complexe. l'anglais aussi, alors. Ah bah oui. l'anglais Aussi l'a ramené à travers les croisades et tout. soit directement par oui, parce que c'est voyage. l'Italie, le français, et passé en anglais, soit directement par le monde arabe aussi. Alors, Il y a eu à des travers échanges. Richard on Cœur m'a de dit Lion même, qui on a m'a ramené. même dit que Shakespeare était arabe, et que son véritable nom était Cheikh Zobir. Ah, je sais pas. Bon, là, je me prononcerai pas. Ça, on se prononcera Pour pas moi, il est parce quand même que bien anglais. ça, c'est une blague peut-être de Kadhafi qui a dit ça. Il me tout. semble bien. Il me Oui, semble que c'est- mais nous, on n'est pas Alors, là pour. mais justement, répéter je rebondis. ce que certains. Je rebondis sans sur cet démonstration. ouvrage, La story de la langue française, Jean Privot. Est-ce que c'est pas annonciateur, justement, parce que tout à l'heure, on parlait de besoins qui font que la langue, voilà, on a besoin de mots pour dire telle et telle chose, et parce que c'est utile au quotidien, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, avec notamment le développement extraordinaire de l'intelligence artificielle, de l'anglais comme langue du business, du commerce, est-ce que c'est pas... Mais que le français est forcément une langue vivante, eh bien, n'y aura-t-il pas de moins en moins l'utilité de mots arabes et de plus en plus l'utilité de mots anglais? Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il y a 3 langues mondiales. Alors, bon, il y a le chinois, évidemment, mais pour le moment, on n'est pas, disons, en rapport direct avec la Chine, même si elle s'approche, d'un certain nombre de pays africains. Mais en réalité, c'est 3 langues mondiales qui sont parlées par des millions, des milliards de personnes. Alors, Ces la trois langue langues, ce serait, anglaise, attendez, Jean Privot, ces 3 langues? langue française, enfin, langue anglaise, évidemment. Je mets de côté la langue chinoise, bon, parce que c'est un autre problème. Langue française et langue arabe. Okay. Je trouve que ces 3 langues ont besoin de se soutenir et que, dans le fond, l'anglais et la langue arabe sont un peu les parents pauvres de la chose devant un anglais qu'on est en train d'adopter, comme si c'était, si vous voulez, la coïnée pour le monde entier. Ah oui. Et je pense que ça, on risque de le payer cher si on ne fait pas attention à mieux développer la langue française. L'Académie fait tous ses efforts pour que la langue française soit présente et lutte contre ces anglicismes. Vous savez, quand on évoque la Bridal Fashion Week, je me dis, ma grand-mère doit se retourner dans sa tombe. Elle ne connaît pas l'anglais, pourtant elle était à Boulogne-sur-Mer, juste en face d'Angleterre. Bridal, faut-il comprendre que c'est le mariage. Fashion, bon, pas facile à prononcer, etc. Et week, bon, on a compris que c'était... Donc il y a un travail à faire, non pas de rejeter l'anglais, mais de valoriser d'autres langues, comme le français, et la langue arabe. On n'est pas perdant à ce que tous ces enfants qui ont envie de connaître la langue de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, qui étaient en Algérie, qui étaient au Maroc, qui ont intégré la langue française, qui puissent aussi découvrir leur langue. Exactement. Vous savez, on ne connaît bien une langue qu'en en apprenant une autre. Et eux, ils sont dans le cas d'apprendre la langue de leurs arrière-grands-parents, etc. Mais si on organise ça à travers l'éducation nationale, avec une agrégation de langue arabe plus développée, des CAPES de langue arabe, on aura de vrais professeurs éloignés de toute idée religieuse. C'est une autre affaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et qui vont pouvoir apprendre donc à ces enfants des mots, une langue. Et ça ne leur empêchera pas d'apprendre l'anglais.
Vous savez, donc Évidemment. on est C'est là ça, dans un la combat diversité. stupide en imaginant que l'arabe va être le véhicule. Le concurrent. Mais vous savez, les d'idéologie. imbéciles étant toujours plus nombreux, c'est difficile de gagner la bataille. Nabil. Malheureusement, c'est la médiocrité. Pour moi, je vois ça que c'est pas normal qu'il y a des millions de Français d'origine orientale en France depuis des décennies et qu'on fait tout pour rejeter l'apprentissage de la langue arabe de façon méthodique et efficace. Ce que je remarque, moi, sur le terrain depuis 30 ans, c'est que même l'apprentissage de la langue arabe dans des écoles coraniques ou dans des mosquées ou dans des associations, en majorité, la méthodologie n'est même pas de rigueur. C'est-à-dire que quand on envoie nos enfants apprendre l'arabe, c'est un apprentissage malheureusement de façon archaïque. Et il n'y a pas de valeurs et de principes de culture, de civilisation française et orientale en même temps pour qu'ils forment leur propre personnalité. Je suis bien citoyen français, mais j'ai une appartenance orientale. Je ne vois pas pourquoi à l'école, on m'interdit, à l'école publique, on m'interdit avec tous les moyens directs et indirects pour que j'apprenne pas la langue arabe. Je m'en sortirai plus fort et je m'en sortirai un bon citoyen qui respecte tout le monde dans le cadre du bien vivre ensemble. C'est ça les principes de la Révolution française de 1789. C'est le respect de l'autre, c'est le respect du citoyen, c'est le respect de l'appartenance, qu'il soit juif, protestant, etc. Et je trouve malheureux et c'est vraiment bien dommage de ne pas voir aboutir ceci actuellement dans la société française et dans les institutions françaises. Je voudrais seulement citer à titre indicatif certains noms propres en Europe pour seulement citer l'influence des noms propres. J'ai une petite liste que j'ai mis ici. Par exemple, quand tu dis le général Hannibal avant Jésus-Christ, quand il est venu en France, eh ben, le nom propre Hannibal, c'est un nom combiné qui vient de Hannibal, Hannabal, qui veut dire en arabe le chef nostalgique, min al-Hanan, et Baal, qui vient de la langue arabe. Et on trouve même une ville qui s'appelle Bâle en Suisse, et qui veut dire le grand Dieu en langue arabe. D'ailleurs, le mot Alors, suisse... un dernier, et on termine. Oui, alors, je te disais que Un même... bon, hein. C'est-à-dire, j'en ai plein ici. Quand on J'imagine bien. dit la Baltique, l'Atiq, quand on dit Marseille, Ramatuel, le Rhône, le eh ben fleuve. c'est en arabe, tu le trouves dans le dictionnaire arabe et tu le trouves dans tous les ouvrages qui veut dire Rhône qui veut dire la grande rivière. Et tu trouves même le Rhin en Allemagne, etc. Et qui veut dire la même chose. Le Rhin et le Rhône, c'est le même sens en arabe. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû même avant la chrétienté, même avant les Romains. C'est-à-dire que quand il y a eu déjà les Phéniciens puis les Carthaginois avec le général Hannibal, c'est eux qui avaient les grands fleuves parce qu'ils étaient des commerçants et ils montaient jusqu'à la Baltique. Et c'est eux qui ont donné la majorité des noms en arabe, même le nom, quand tu dis Danube, qui vient de Danube, qui vient de Dan, qui veut dire une queue, etc. Donc c'est l'influence de la toponymie. Voilà. Mais on n'est jamais rassasié quand on entend tout cela. Vraiment, c'est... allez, un dernier, Dracula. Dracula ou bien l'Inde. Dracula, c'était à l'époque de l'Empire ottoman, entre les
byzantin, si tu veux, Ah qui était avec les Turcs et les Ottomans. Donc, on faisait peur aux petits-enfants. On leur disait « el-roula », d'où le mot de « dra el-roula », qui est devenu Dracula. Merci beaucoup, merci voilà. messieurs. J'espère magnifique, une et autre on n'a pas fini. émission On n'a pas fini pour de en parler de finir ça, un mais jour. évidemment. Parce Donc que je c'est tellement remontre long et le que- livre. Je l'ai dit, on est parti pour, on s'arrête plus là. Nos ancêtres, les Arabes, de Jean Pruvot. On a aussi cet ouvrage, La story de la langue française. Donc, Où j'évoque la langue arabe aussi, bien sûr. Et Eh bien, il y en a aussi de Pierre. La cité d'Isis, La vraie histoire des Arabes. la vieille histoire des Arabes de Pierre La vraie Rosy. histoire. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission sur votre chaîne RTV. À bientôt pour un autre numéro dont on en discute. Au revoir.